Après vous avoir entendu, après avoir débattu avec vous, après avoir délibéré, le jury vous décerne le grade de docteur en sciences du langage. Je précise qu'il n'est plus attribué de mention, comme vous le savez. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci maman, merci beaucoup. Nous sommes constitués en jury aujourd'hui pour vous entendre défendre une thèse intitulée Identité linguistique et représentation des langues en usage en Algérie, enquête auprès de jeunes Algériens en France et en Algérie. Donc nous allons vous donner la parole pour une vingtaine de minutes. Et chacun d'entre nous prendra à son tour la parole. Bonjour à tous, bonjour à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Je vous remercie. Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous avez bien pu porter à cette thèse, en prenant part à ce jury, en me permettant de soutenir devant vous cette thèse. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait l'amitié de venir assister à cette soutenance. Mon exposé va se dérouler en 5 points. À titre d'introduction, je parlerai du contexte et de la problématique de contact de langue que j'ai étudiée pour écrire cette thèse. Dans un deuxième temps, je me pencherai sur les spécificités théoriques et méthodologiques de cette recherche. Ensuite, j'illustrerai mes résultats par l'analyse de quelques positions subjectives qui m'ont semblé caractéristiques du contexte étudié. J'évoquerai les difficultés rencontrées dans l'élaboration de ce travail. Ce sera l'occasion pour moi de revenir sur la manière dont je me suis engagée dans cette recherche et je terminerai par une rapide conclusion. Commençons maintenant, si vous le voulez bien, par une petite introduction au contexte et à la problématique de recherche. Cette thèse, Identité linguistique et représentation des langues en usage en Algérie, est en fait une tentative de mise en évidence d'une enquête sociolinguistique auprès de jeunes Algériens interrogés en France et en Algérie. Cette enquête part du constat amplement étayé par la linguistique comme par la sociolinguistique d'une diglossie arabe conflictuelle dont la dynamique est ici schématisée. Cette dynamique, que nous avons supposée pluridioglossique et non diglossique, influencerait le processus de construction identitaire de locuteurs algériens. C'est donc pour comprendre ce processus de construction que cette thèse se propose d'investir le rapport subjectif de locuteurs algériens à l'égard de leur langue dite de religion. Mais force est de constater que cette langue qui bénéficie d'une légitimité religieuse, identitaire et historique est représentée par les locuteurs comme sacrée. Et c'est cette sacralité qui est considérée comme sa force, mais également sa faiblesse. C'est en tout cas la conclusion de Mohamed Barabah lorsqu'il a étudié le statut de la langue arabe en Algérie et dans plusieurs pays dans le monde, qui font partie de la Ligue arabe. C'est donc ce statut étrange d'une seule langue officielle dans un contexte pourtant décrit par les linguistes comme plurilingue que cette thèse a voulu interroger. À travers une enquête sociolinguistique. Mais on sait qu'en sociolinguistique, que faire du terrain ne va pas sans une connaissance préalable de ce terrain, ici de l'Algérie. On sait par exemple qu'après une période coloniale de plus de 130 ans, structurée par l'unilinguisme français, tant décrit par des sociolinguistes tels que Henri Boyer, Louis-Jean Calvet, l'Algérie acte en 1962 son appartenance à la Ligue arabe. Mais cette appartenance marque le début d'une politique d'arabisation jugée brutale et impensée, tant elle a nié 54 années durant l'existence d'une autre langue, le berbère, qui a fini par se faire un nom, Tamazirt, et par se construire un statut de deuxième langue officielle en Algérie. Mais pour arriver à ce changement qui a fait de l'Algérie un pays officiellement bilingue, il a fallu pour le nationalisme linguistique berbère
avoir le pouvoir idéologique nécessaire pour résister face à un nationalisme arabe fort de sa légitimité religieuse et identitaire. Mais une fois reconnu, ce conflit linguistique algérien est loin de se limiter à l'opposition binaire d'une langue arabe dominante et d'une langue berbère dominée. D'autres langues sont en effet en contact avec ces deux langues officielles. Ces autres langues sont les langues maternelles des locuteurs algériens, mais également la première langue étrangère en Algérie, je parle bien évidemment du français. Ceci pour le premier point sur le contexte étudié. Venons maintenant aux spécificités méthodologiques de cette recherche. Faire une recherche qui s'inspire de la sociolinguistique dite périphérique, c'est en somme périphérique caractérisée par sa posture critique à l'égard des modèles diglossiques nord-américains. C'est en somme envisager le contexte étudié comme conflictuel et comme émergeant dans un contexte de concurrence déloyale entre les langues. C'est donc pour analyser cette situation de concurrence déloyale entre les langues, une enquête de terrain a été réalisée auprès de 65 locuteurs algériens, dont 30 locuteurs arabophones et 35 locuteurs berbéraphones, entre 2013 et 2016 en France comme en Algérie. Le recueil et l'analyse transversale de ce corpus de 32 heures d'enregistrement a été l'occasion de mettre en évidence ce conflit linguistique et identitaire par l'analyse des attitudes linguistiques centrées sur la dimension discursive du sujet parlant. Cette analyse permet de prendre toute la mesure du paradoxe d'un respect exagéré d'une langue d'un côté et sa stigmatisation de l'autre. Donc la particularité de ce travail se trouve dans la spécificité théorique et méthodologique de la sociolinguistique périphérique qui admet, à la suite de Weinreich, que c'est d'abord chez le sujet parlant que le contact des langues a lieu. J'en viens à présent au sujet parlant et donc aux résultats de l'enquête. Parmi les nombreuses questions que l'enquête sociolinguistique a permis de soulever, j'ai choisi de me centrer sur les positions subjectives à l'égard des 4 langues qui semblent être en présence, en usage en Algérie, que sont la darija, le français, le kabyle et l'arabe. Donc, en qualifiant leur langue propre de vulgaire, de langue de la rue, bref, de non-langue, les locuteurs algériens semblent être des locuteurs qui finalement ne veulent pas de leur langue, comme l'a précisé Psikari en 1928 concernant le grec démotique ou le démotiki en Grèce. On atteste le discours de ce locuteur lorsqu'il nous dit je ne peux pas, on ne peut pas considérer que c'est une langue darija. Je ne pense pas que c'est une loura, langue, parce que, entre autres, loura terna, notre langue, normalement, c'est l'arabe. Normalement, on doit parler belloura, le fosha, en langue fosha, c'est-à-dire darija. Je ne vois pas d'explication à ça. Par l'usage de l'adverbe normalement, le locuteur ici nous dit finalement qu'un Algérien qui ne parle pas la fusha qui n'est que la manière la plus châtiée de parler arabe, qui est aussi l'arabe coranique, cette position matérialise la position de rejet de la langue propre, la matérialise aussi le sentiment d'auto-odie qui consiste à déprécier sa propre langue et à valoriser la langue dominante. Ici, c'est la fusha qui semble représenter la langue dominante. Et c'est là où nous touchons à un point essentiel de cet effet, à savoir cette variété dite darija, dont tout le monde parle, tout le monde la cite, mais dont personne ne l'accepte comme langue, semble être dépréciée finalement pour son rapport à la première langue étrangère. Justement, parlant de ce rapport des locuteurs algériens à leur première langue étrangère. Conformément à son statut en Algérie, la langue française a été déclarée par la majorité des locuteurs interrogés comme langue étrangère. Mais l'entretien étant de fait un espace de réflexion sur le réel, c'est en parlant et de la langue française qu'on a pu observer en tout cas en analysant le corpus,
son usage majoritaire d'abord dans les entretiens, et ensuite son usage que ce soit dans plusieurs contextes, que ce soit les contextes familiaux ou professionnels ou universitaires, que s'est posé la question de savoir si la langue coloniale pouvait être une langue étrangère comme les autres. Les discours des locuteurs semblent évidemment contredire leur première déclaration. En témoigne ce locuteur barbarophone lorsqu'il nous dit « Je peux peut-être éventuellement changer de réponse. Finalement, ce n'est pas une langue étrangère, c'est familier pour nous comme langue, et même si c'est une langue étrangère, mais ça reste une langue vraiment qu'on connaît, même si on ne maîtrise pas. On connaît. » Ce discours met en évidence, en effet, l'étrange familiarité du français en Algérie et nous interroge quand même sur l'inquiétante étrangeté de son statut officiel en Algérie. Ainsi, si le rapport à une langue officiellement étrangère en Algérie se révèle finalement pas si étranger que cela, qu'en est-il du rapport à une langue autrefois minorisée et qui est devenue depuis 2016 seulement la deuxième langue officielle en Algérie? Au début de cette thèse, 2014 et jusqu'en 2016, l'Algérie était encore ce pays arabe unilingue où la seule langue officielle était la langue arabe. Mais cela a changé depuis 2016 et le rapport des locuteurs interpellés en tant que locuteurs barbarophones a également été remis en question. Quant au nationalisme linguistique, le nationalisme linguistique berbère est un processus de construction identitaire et bien sûr idéologique. C'est en ayant donc mis des mots sur ce processus que s'est posé la question de savoir si la langue des Kabyles pouvait être une langue officielle comme les autres. Pour y répondre, on peut prendre l'exemple, le discours de ce locuteur barbarophone interrogé en France en 2014 qui nous dit « Même nous, par contre, si tu vas à Tizi Ouzou, dans certains villages, même nous, même en tant que Kabyle, je ne comprends rien à ce qu'ils disent parce qu'ils parlent le vrai berbère. » À travers ce discours, on peut observer ce rapport qui décrit un contexte où coexiste finalement une langue parlée par ce locuteur lui-même et une autre langue incomprise par ce locuteur, mais adjectivée ou désignée comme vraie, ce qui induit que la langue qu'il parle, qu'il utilise, n'est pas vraie. Donc, et nous interroge quand même sur la dimension diglottique du berbère. Mais il semble à travers d'autres discours que cette dimension diglottique passe sous silence au profit de revendications identitaires essentielles pour rendre effectif son statut de langue officielle. On atteste le discours de ce deuxième locuteur interrogé à Béjaïa en 2016 en Algérie qui nous dit « Pour moi, Tamazir, ça dépasse la langue, c'est une existence. » Ainsi, si le Tamazir est plus qu'une langue, que peut-on dire d'une langue arabe de religion, de l'identification et de l'intercompréhension, dit-on, entre les musulmans? C'est donc pour mettre en évidence le statut de la langue arabe qu'on a été obligé de démontrer le statut des autres langues qui sont en contact avec la langue arabe en Algérie. Et donc c'est pour ça que s'est posée la question de savoir si une pluridiaglossie qui oppose une langue divine à des langues humaines pouvait avoir un caractère égalitaire. Je prendrai comme exemple pour illustrer ce fétichisme de la langue, le discours de cette locutrice arabophone qui nous dit la langue arabe, c'est ma langue maternelle, la langue du Coran, la langue Ta'al Jannah, c'est-à-dire la langue du paradis. Et elle affirme ses déclarations par le Coran, c'est dit comme ça dans le Coran, et je suis fière d'être une arabe et musulmane. Le plus remarquable chez cette locutrice, c'est que cette même langue arabe qu'elle déclare langue maternelle est celle-là même qui est celle de sa religion. Donc elle ne fait aucune distinction entre la langue maternelle et la langue de religion. Mais c'est aussi, le plus important pour elle, c'est qu'elle lui permet une identification apaisée, mais seulement en raison de son identité confessionnelle déclarée et musulmane, pour souligner son identité liée à la langue arabe qu'elle déclare comme langue maternelle. Mais il semble, malgré ce fétichisme de la langue, que dans un contexte de globalisation, cette même langue est loin de permettre l'intercompréhension tant désirée au sein de la communauté linguistique arabe.
comme semble l'imaginer ce deuxième locuteur qui nous dit l'arabe nous permet quand même de communiquer avec les musulmans.